Pierre, je te laisse la parole. Merci Cécile, bonjour à toutes et tous. Comme l'a dit Xavier, vous subissez, y compris le samedi après-midi, le seul jour où je ne suis pas à la radio. Géopolitique du backlash, c'est un beau titre pour quelque chose d'assez sinistre, il faut bien le dire. Il y a quelques jours, j'ai croisé une amie qui fait partie d'un groupe de travail franco-chinois sur le climat. Comme je la connais bien, je lui ai posé une question un peu provocatrice. Je lui ai dit, est-ce que ce groupe, c'est un cache-sexe de la misère des relations politiques entre la France et la Chine, ou est-ce que ça a une utilité réelle par rapport au climat? Alors cela fait rire, mais sa réponse était de dire, les deux ne sont pas incompatibles. Et effectivement, c'est pas totalement faux. C'est vrai que on s'accroche au climat pour trouver un terrain de discussion et de travail avec la Chine, parce qu'on ne va pas parler des Ouïghours, du commerce, de la technologie, des voitures électriques ou de quelques autres sujets. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas de faire des choses qui peuvent être positives et qui peuvent être utiles pour le climat. J'ai trouvé sa réponse intéressante. Elle est surtout révélatrice du chemin parcouru par la Chine depuis une vingtaine d'années, sinon un peu plus. Il se trouve que moi j'ai été correspondant à Pékin, j'ai été correspondant de Libération à Pékin au début des années 2000, donc à l'époque où la Chine était en train de décoller. Et puisqu'elle est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, qui a été le début de son accélération, disons, dans sa croissance. Et à l'époque, il faut bien le dire, l'environnement, le climat, la pollution, tout ça était le cadet des soucis de la Chine. Elle ne pensait qu'à une chose, c'était sa croissance économique, son rattrapage colossal qu'elle avait à faire par rapport aux pays industriels, et elle était prête, elle a ouvert ses bras généreux à toutes les entreprises polluantes de la planète en disant « Venez chez nous, créez des emplois, il n'y a pas de problème ». Résultat, vous avez des régions entières qui sont sinistrées aujourd'hui, comme une partie de la Mongolie intérieure qui a développé les terres rares. Les terres rares sont une activité extrêmement polluante. La Chine a aujourd'hui domine largement le domaine des terres rares, mais au prix de la destruction d'une région tout entière. Je me souviens de tas d'histoires, d'anecdotes, de crises, de pollution industrielle, etc., où on voyait très bien que c'était dans la colonne pertes et profits et que l'important, c'était d'avancer, toujours plus vite. On était à 13 ou 14% de croissance à l'époque. Mais il y a eu une évolution extrêmement rapide. Déjà, vers la fin de mon séjour, donc vers 2004-2005, Greenpeace avait ouvert un bureau à Pékin et qui était déjà autorisé, ce qui n'était pas évident de la part du pouvoir chinois, et qui faisait un travail pas de lobby, c'est pas le bon mot, mais d'éveil, de dialogue avec une branche, on pourrait dire l'aile verte du Parti communiste chinois. Ça paraît un peu surréaliste de parler comme ça, mais c'est pas totalement faux. Il y avait notamment un secrétaire d'État à l'environnement dans le gouvernement chinois, qui était sans doute l'avant-dernier dans la hiérarchie des ministres, mais Greenpeace lui avait organisé des rencontres discrètes avec les ministres de l'environnement européens, qui étaient tous membres des partis verts en Europe, donc pas forcément très susceptibles de rencontrer des représentants d'un pouvoir autoritaire comme celui de la Chine. Mais on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de germer, dans une partie en tout cas, de cet appareil chinois. Et la Chine a eu une évolution relativement lente, puisque on se souviendra que, par exemple, qu'à Copenhague en 2009, la Chine avait une part importante de responsabilité dans l'échec de la conférence de Copenhague, qui a été un moment un peu sombre, un peu dur de cette histoire de la diplomatie climatique. En revanche, en 2015, au moment des accords de Paris, c'est une entente américano-chinoise qui a ouvert la voie à la signature de l'accord de Paris. Et on voit bien qu'entre Copenhague 2009 et Pékin 2015, la Chine a basculé du côté de ceux qui, en tout cas, acceptaient l'idée d'engagement à des conditions très précises. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
Ben, il y a eu, vous vous en souvenez peut-être, on en avait beaucoup parlé, le smog à Pékin, ce nuage de pollution à Pékin. Je me souviens d'être allé là-bas à l'époque et les gens tous les jours regardaient sur leur téléphone le taux de particules dans l'air, qui était à peu près 10 fois le seuil pour lequel on déclenche en France la circulation alternée et on ferme les écoles. Et c'était tous les jours 10 fois ce taux à Pékin. Et ça a provoqué une véritable prise de conscience. Certes, c'était la capitale, donc ça a plus de visibilité et plus d'impact politique qu'ailleurs, mais malgré tout. Il y a eu une histoire, c'est intéressant parce que ça pèse, c'est des histoires internes qui pèsent sur le comportement diplomatique d'un pays majeur, puisque la Chine est aujourd'hui le premier émetteur de gaz à effet de serre. En 2015, vous avez une jeune femme, journaliste, dans une chaîne de télé locale de Pékin, qui a un enfant. Et cet enfant a une malformation. Et le médecin lui dit, c'est à cause de la pollution. Et donc c'est une prise de conscience pour elle terrible, et elle se met à enquêter. Et elle fait, ce qui est son métier, elle fait un documentaire qui s'appelle Sous le dôme, qui est un documentaire un peu à la TEDx. Elle se met en scène sur scène et elle raconte des choses, elle présente des images, des statistiques, des interviews, etc. Et un film qu'elle fait toute seule, dans lequel elle raconte l'usine chimique qui produit telle fumée, qui comporte tel produit nocif, etc., l'eau qui comporte tel... Elle fait faire des analyses elle-même, etc. Bref, elle documente toute la pollution de Pékin et de sa région. Et elle met ce film en ligne. Il faut comprendre l'environnement politique chinois et ce que c'est que de faire une initiative pareille, de la mettre en ligne et de l'offrir à la population. Et ce film est vu 300 millions de fois en quelques jours. C'est absolument colossal, c'est une déferlante absolue. Au 3e jour, le ministre de l'Environnement la félicite pour avoir fait ce film. Et au 4e jour, elle disparaît. Et le film est retiré d'Internet. Et cet événement est un tournant. Parce que, comme toujours en Chine, le pouvoir politique comprend qu'il y a un problème qui agite la population, qui est un vrai problème susceptible de faire que les gens sortent de leur routine, sortent, voire même s'opposent au pouvoir, ce qui n'est jamais facile là-bas. Et donc, on punit la personne qui a la lanceuse d'alerte, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait, mais on résout le problème derrière. On pourrait se dire, puisque vous allez résoudre le problème, vous avez décidé qu'il y avait un problème, autant féliciter et récompenser la personne qui a raconté la vérité. Non, on l'élimine, on ne l'a plus jamais revue. Apparemment, elle est vivante, elle est dans une autre région du pays et elle n'a pas été sanctionnée pénalement ou autre. Mais voilà, elle a perdu son statut social dans la capitale de journaliste en vue, etc. Mais ils ont résolu le problème, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé ce nuage en l'espace de 18 mois, en éliminant le charbon dans toute la région de Pékin. Il y a eu un hiver très froid dans les écoles où les enfants venaient avec 2 doudounes au lieu d'une dans les cours parce qu'on n'avait pas le chauffage alternatif suffisamment vite. Mais en 2 ans, Pékin avait un ciel bleu et il y avait un tournant dans la politique chinoise sur l'environnement. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard de nouveau et on a une Chine qui est la première mondiale sur les énergies renouvelables. La Chine a plus de production d'énergie renouvelable que le reste du monde mis ensemble. Il faut entendre ce chiffre. C'est absolument colossal. Et ça se traduit par 2 phénomènes. L'un économique, c'est que la Chine a compris qu'il y avait une opportunité économique dans cette économie verte. Donc elle a tué les panneaux solaires allemands par le dumping et elle a imposé ses entreprises. Elle est aujourd'hui, on le sait bien, numéro 1 mondial des voitures électriques. Qui est un investissement de 20 ans qui porte ses fruits aujourd'hui.
Et diplomatiquement, elle se retrouve au cœur de la planète diplomatique sur le climat. Et c'est un retournement quand même assez extraordinaire qu'il faut comprendre. Elle fait partie aujourd'hui du noyau central des pays qui agissent sur le climat, d'où l'anecdote que je racontais tout à l'heure sur ce groupe de travail franco-chinois, mais c'est un des sujets sur lesquels elle agit. Et elle est d'autant plus active aujourd'hui que les États-Unis sont en retrait. Et on est dans cet énorme paradoxe à l'échelle mondiale aujourd'hui, où le pays qui était le plus en retrait il y a 20 ans est aujourd'hui celui qui se présente comme le chef de file vertueux de ceux qui vont sauver la planète. Et les États-Unis qui auraient pu être dans ce rôle-là sont ceux qui sont en train de faire exploser la diplomatie climatique. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous voyez tous les jours ce que fait Donald Trump. Il s'est retiré pour la deuxième fois des accords de Paris. Il s'en était retiré une première fois dans son premier mandat. Joe Biden avait réintégré les accords de Paris. Aujourd'hui, les États-Unis s'en retirent. Alors ça met un an à prendre effet, mais le processus est lancé. Dans son discours d'investiture, vous vous souvenez de cette formule « drill, baby, drill », qui était le signal de son enthousiasme pour le forage pétrolier, aussi bien le forage pétrolier que le fracking, les gaz à effet de serre, le gaz de schiste, pardon. Et on a un président qui a éliminé tous les postes budgétaires de la recherche sur le climat, les postes budgétaires de tous ceux qui interviennent dans ce domaine. Bref, on a un retrait généralisé, beaucoup plus systématique, beaucoup plus brutal et beaucoup plus efficace que lors du premier mandat, où il y avait déjà ces signaux qui étaient lancés. Mais s'il n'y avait que les États-Unis, ça serait, je ne dis pas un moindre mal, parce que leur importance est évidemment centrale pour la première puissance mondiale, et ils partagent avec la Chine, ce sont les deux premiers pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est que c'est dans un climat général de recul de la priorité donnée au climat. Et ça, tout le monde le constate sur tous les continents, dans toutes les négociations. Mais évidemment, on le voit à l'œil nu aux États-Unis. Ça s'accompagne surtout d'une philosophie aux États-Unis qui est celle de l'administration Trump par rapport à l'état du monde. La veille de l'investiture de Donald Trump, donc il est à la Maison-Blanche depuis le 20 janvier, le 19, Marco Rubio, qui est le chef de la diplomatie, le secrétaire d'État, était au Sénat américain pour sa confirmation. Vous savez qu'aux États-Unis, les ministres sont soumis à un vote des sénateurs. Et Rubio fait une déclaration dans laquelle il dit « L'ordre international de 1945, donc celui qui a été créé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec les États-Unis en son centre, et qui l'ont à la fois façonné et dirigé pendant des décennies, cet ordre international, dit-il, est non seulement obsolète, mais il est devenu une arme utilisée contre nous. » Et il ajoute « Nous devons créer un nouvel ordre international ». Cette phrase, elle est la clé de ce qui se passe depuis 4 mois. C'est-à-dire que Trump est en train d'affranchir les États-Unis de toute obligation, de tout traité, de toute amitié, y compris. Et parce qu'il a comme philosophie de baser son pouvoir sur le rapport de force. Donc c'est la force des États-Unis qui compte. Et cette force, elle s'appuie sur 2 éléments, en plus de l'armée, mais il a toujours on le sait, il veut pas être un président militariste. Il renforce le budget militaire, mais on le voit avec l'Iran en ce moment, il a toujours des scrupules à utiliser l'armée parce qu'il a d'autres atouts. Il a 2 instruments à sa disposition. Le premier, c'est la technologie. On voit bien Elon Musk en étant la partie visible, mais il y a toute la technologie américaine qui est maintenant rangée derrière lui, à quelques rares exceptions près. Et c'est aujourd'hui une force considérable. L'Europe, de ce point de vue-là, a raté le coche et elle est vassalisée technologiquement. Et donc l'Amérique le sait et elle en use et elle en abuse.
Et l'autre arme à sa disposition, c'est l'énergie. Les États-Unis sont devenus un producteur d'énergie et un exportateur d'énergie absolument colossal. Et Trump veut continuer à appuyer sur ce bouton-là, qui est un des outils de l'influence et de la puissance américaine aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est un mauvais signal pour le climat. Et tout ce qui est régulation, objectif de fin des énergies fossiles, etc., il n'en veut pas, il s'en débarrasse et il s'affranchit de toute obligation. Ce sont les attributs aujourd'hui du Trumpisme qui, avec les droits de douane qui nous imposent, avec le caractère agressif qu'il a vis-à-vis du reste du monde, tente de façonner une planète dans laquelle les États-Unis seront toujours une puissance hégémonique, ils l'étaient hier, ils le redeviennent ou ils le seront encore demain, mais basée non plus sur un réseau d'alliances et sur le contrôle du système international, mais sur le rapport de force, comme au XIXe siècle. C'est la logique des empires du XIXe siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'Europe, par exemple, c'est évidemment un défi absolument colossal, à tout point de vue. D'un point de vue sécurité, évidemment, on le voit bien avec tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, autour de l'OTAN, autour des questions de défense, mais aussi dans ces négociations climatiques, parce que l'Europe reste engagée dans ce processus international, mais elle se retrouve seule dans le monde industriel à assumer cette posture. Je lisais ce matin les articles sur la COP de Bakou, et dans un article du Monde, il y avait cette phrase l'Europe prend les Américains en aparté et elle réussit à les convaincre de mettre quelques milliards de plus dans la corbeille du financement pour les pays en développement, etc. Et bien, ce financement, qui est quand même l'un des points centraux de toutes ces négociations sur lesquelles elles achoppent, sur lesquelles Bakou s'est terminé en queue de poisson, et ben, elles doivent se priver aujourd'hui de la contribution américaine, et ça laisse les Européens évidemment dans une position beaucoup plus difficile. Mais l'Europe, elle subit par certains côtés le même backlash, pour reprendre le mot, qu'on retrouve un peu partout. On a les lobbies industriels qui sont encouragés par ce qui se passe aux États-Unis et qui viennent voir les dirigeants nationaux et de la Commission en disant bon, ben, arrêtez avec vos contraintes, vos dates limites, vos restrictions, etc. On est en train de se tirer des balles dans le pied, on perd des avantages compétitifs, etc., etc. Vous avez ce climat général de recul qui affecte aussi bien les Américains, donc avec Trump, mais aussi les Européens. Le pacte vert qui a été signé est aujourd'hui soumis à des assauts terribles. Ce qui laisse, et c'est le grand paradoxe sur lequel j'ai commencé, ce qui laisse la Chine dans ce rôle contre-intuitif de leader de la lutte pour le climat. C'est assez stupéfiant parce que dans le même temps, la Chine, je le disais, est le numéro 1 des énergies renouvelables, mais elle est aussi le numéro 1 de l'utilisation du charbon. Elle a ouvert l'an dernier, 2024, elle a ouvert des usines, des centrales électriques à charbon qui sont l'équivalent de la production électrique du Royaume-Uni. C'est colossal, c'est considérable. Et donc elle s'est engagée pour la neutralité carbone en 2060, un peu plus tard que les pays industriels, parce que la Chine insiste pour se faire considérer comme un pays en développement, même si aujourd'hui ce titre est un petit peu abusif. Mais elle est prise, elle aussi, dans ses contradictions, mais elle a décidé de jouer cette carte diplomatique. Mais un chiffre intéressant quand même pour comprendre l'évolution interne de la Chine. Le charbon emploie en Chine 2,4 millions de travailleurs. Les énergies renouvelables, 7,5 millions. C'est-à-dire qu'il y a un glissement malgré tout sensible dans cette direction.
La prochaine COP, donc il y a 197 pays quand même dans la COP, c'est pas des processus légers, il y a plusieurs catégories avec les pays les moins avancés, avec les îles, etc. Il y a plusieurs niveaux de priorité et d'urgence dans ces pays, mais on voit bien que c'est un processus qui est compliqué, qui a connu son heure de gloire avec l'accord de Paris, qui va fêter, je ne sais pas si le mot est bien choisi, les 10 ans de l'accord de Paris cette année à Belém, au Brésil, en Amazonie, donc un lieu très symbolique de la question climatique qui va quand même nous changer des précédentes COP à Bakou ou dans le Golfe, qui n'étaient pas très glorieuses dans des pays qui étaient des gros producteurs d'énergie fossile. Mais on voit bien que le climat, à quelques mois seulement de la COP de Belém qui va se tenir au mois de novembre, il est en berne avec ce qui se passe aux États-Unis. Mais pas seulement. Le Brésil lui-même, qui a certes énormément réduit de moitié au moins la déforestation, le rythme de déforestation de l'Amazonie depuis que Lula est revenu au pouvoir, il vient de voter une loi qui fait lever un certain nombre de verrous, notamment sur l'exploration et l'exploitation pétrolière. Lula veut forer à l'embouchure du fleuve Amazon. Marina Silva, qui est la ministre de l'Environnement du Brésil, est effondrée par le vote qui a eu lieu il y a seulement quelques jours. D'autres ministres applaudissent. Lula encourage en sous-main parce que on a cette éternelle contradiction que nous connaissons sous des formes différentes dans nos pays comme dans les pays en développement, qui est, on pourrait le résumer de cette formule qu'on avait trouvée au moment des Gilets jaunes, fin du mois ou fin des temps. C'est-à-dire la contradiction entre satisfaire des besoins immédiats sociaux, économiques pour un pays qui se développe et la grande question climatique. Dans une interview au Monde en février dernier, le diplomate brésilien qui va diriger la COP de Belém répond à cette question. Il dit « Le mot contradictoire n'est pas adéquat. Un pays en développement comme le Brésil doit développer une transition cohérente avec sa priorité de combattre la pauvreté et d'améliorer la qualité de la vie de la population. » Évidemment, et c'est une règle universelle, personne ne va sacrifier son développement économique pour les questions climatiques. Simplement, sacrifier le climat pour les enjeux immédiats, c'est aussi se condamner véritablement. Mais on voit bien que dans le climat actuel, le Brésil ne peut pas se permettre de renoncer à son développement économique. Lula est soumis à des assauts assez forts politiques. Il n'a pas une situation particulièrement solide et Bolsonaro est tout sauf, en tout cas la mouvance de Bolsonaro est tout sauf éliminée et voire même renforcée par le trumpisme et par ce qu'il peut y avoir de manipulation sur les réseaux sociaux en faveur de cette extrême droite, aussi bien au Brésil qu'ailleurs en Amérique latine et dans le monde. Mais aussi, le Brésil veut à tout prix que cette COP de Belém soit un succès. Or, dans les conditions actuelles, on ne voit pas comment c'est possible. On ne voit pas comment, en l'absence des Américains, avec le recul général de la priorité donnée au climat, on pourrait arriver à un accord si on reprend ce qui s'est passé à Bakou et la difficulté d'aligner les centaines de milliards dont on parle pour financer le soutien aux pays les plus pauvres dans cette transition. La question, elle est, est-ce qu'on doit continuer aujourd'hui sur les mêmes rails que depuis des années, c'est-à-dire au niveau des États, avec les aléas de ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire un pays comme les États-Unis qui bascule de l'autre côté, n'est plus capable ou n'est plus désireux de jouer un rôle dans un processus aussi lourd, aussi important
que celui de la COP. Est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme et passer notamment à ce qui s'était passé en partie pendant la première mandature de Trump, qui est de mobiliser les forces non étatiques, non gouvernementales, c'est-à-dire les villes, les régions, les industries, les sociétés civiles, les acteurs non gouvernementaux de nos pays, de ces pays et de nos pays. Aux États-Unis, pendant le premier mandat de Trump, lorsqu'il s'était désengagé des accords de Paris, il y avait eu une coordination qui s'appelait We're Still In, nous sommes toujours là, et qui regroupait des milliers de maires, des États, des chefs d'entreprise, des universités, des chercheurs, des associations, et qui s'engageaient à respecter les engagements des accords de Paris. Alors aujourd'hui, il y a un embryon d'organisation similaire qui se met en place aux États-Unis, qui s'appelle, ça a changé de nom maintenant, c'est America is all in. Toute l'Amérique est dedans. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, ça ne sonne pas très bien en français, mais qui prétend regrouper par ses élus, ses entreprises, etc., les 2/3 de la population des États-Unis. C'est un chiffre qui peut être encourageant, mais qui n'est pas très réaliste en termes de force de frappe, je dirais, pour respecter les engagements, et en particulier les engagements de financement qui sont attendus d'un pays comme les États-Unis dans la transition du reste du monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette alliance, elle est coprésidée par Gavin Newsom, qui est le gouverneur de la Californie. La Californie, c'est quand même un État, si c'était un État indépendant, il serait dans le top 10 ou 12 des États de la planète, tellement il est important et développé. Et Gavin Newsom est un des possibles candidats démocrates un jour aux prochaines élections présidentielles américaines. Mais bon, ça c'est pour l'avenir. Aujourd'hui, on peut voir dans cette coordination, dans cet essor des forces de la société civile et des élus non gouvernementaux, quelque chose qui pourrait représenter une force à l'échelle planétaire. Mais y compris chez nous, parce qu'on voit bien que en Europe, dans nos pays, ce backlash, on le ressent tout autant. On voit bien que la priorité qui est donnée au climat a beaucoup diminué, qu'elle est aujourd'hui quelque chose qu'on rajoute à une liste d'étiquettes politiques sans la prendre tellement au sérieux, y compris à gauche, où elle est pourtant censée être beaucoup plus centrale. Mais peut-être qu'il faut partir du bas, peut-être partir de la base, peut-être reconstruire une force politique à l'échelle mondiale qui puisse peser sur les puissances de ce monde, parce que on ne va pas dépendre de la Chine pour entraîner la planète vers une transition, parce qu'on voit très bien que la Chine, elle est certes aujourd'hui en parole extrêmement engagée dans cette diplomatie climatique, mais qu'elle l'a aussi instrumentalisée, comme tout le monde, j'allais dire, mais elle l'instrumentalise parce que c'est un moyen pour elle de montrer un visage souriant de la politique chinoise. On pourrait dire c'est du soft power, mais c'est aussi une manière de se distinguer radicalement de l'Amérique. L'Amérique est contre le climat, la Chine est pour le climat. C'est la dichotomie qui est en train de s'installer et qui permet à la Chine de tendre la main à des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme d'autres, sur un terrain soft qui est celui d'une entente sur le climat. Et c'est ce qui se passe aussi avec l'Europe. Le seul vrai dialogue fort qui existe entre la Chine et l'Europe, il est aujourd'hui sur le climat. Il ne peut pas être sur les valeurs, les droits, etc., qui sont toujours en berne. On voit bien que sur les questions économiques,
la question des voitures électriques, elle est intéressante parce qu'elle est à la fois économique et climatique. Si l'Europe était cohérente, elle accepterait les voitures électriques chinoises en disant ça nous permettra d'aller plus vite dans la transition. Mais évidemment, ça a un impact économique et social trop fort sur nos pays. Donc on met des surtaxes sur les voitures électriques, on met des quotas et on limite leur entrée. Mais c'est un des sujets sur lesquels on est capable d'avancer. On voit bien que l'organisation du monde aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump, elle tourne autour de l'idée de s'organiser sans l'Amérique. On le voit aujourd'hui, par exemple, sur les questions de défense, parce qu'il ne faut pas rester... je pense qu'il faut dézoomer sur la question climatique. Elle est un des éléments d'une équation beaucoup plus large. Sur les questions de défense, qu'est-ce qu'on est en train de faire en Europe? On a créé, autour du soutien à l'Ukraine, ce qu'on a appelé la coalition des volontaires. Coalition des volontaires, c'est les pays qui sont désireux de continuer à défendre l'Ukraine sans l'Amérique, au cas où l'Amérique fasse défaut, ce qu'elle est en train de faire. Qui vous avez dans cette coalition des volontaires? Vous avez la majeure partie des pays de l'Union européenne, moins Orban, la Hongrie, qui bloque tout. Mais vous avez aussi le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne. Vous avez la Norvège, qui est dans l'OTAN, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Vous avez le Canada. Vous avez même l'Australie, pays du Pacifique, qui se retrouve à vouloir défendre l'Ukraine au nom d'un intérêt plus large. Cette coalition, je trouve que c'est un beau terme, la coalition des volontaires, parce que sur le climat aussi, on a intérêt à mettre ensemble les volontaires, parce que si on en revient au plus petit dénominateur commun, on sera mort avant de créer un consensus suffisamment large autour des sujets. Et ce concept de coalition des volontaires, il est central dans l'organisation du monde aujourd'hui à tout niveau. Et ça devrait nous conduire, nous Européens, à imaginer le monde d'après. On est aujourd'hui à une sorte le monde d'après, c'était une expression un peu qui nous a fait rêver pendant le Covid, qui s'est révélée un peu décevante, puisque le monde d'après ressemble beaucoup au monde d'avant. Mais il y a quand même cette idée qu'on est à un moment charnière dans l'équilibre du monde, dans lequel on ne reviendra pas au monde d'avant, qui est celui de cet ordre de 1945, qui prenait l'eau de toutes parts. Il prenait l'eau avant l'arrivée de Trump pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a les pays du Sud qui le contestaient. Lorsque les Nations Unies ont été créées, il y avait 50 pays. Il y en a aujourd'hui 200 aux Nations Unies. Le monde colonial existait encore. Les pays du Sud qui n'étaient pas autour de la table lorsque cet ordre international a été créé n'y sont toujours pas autour de la table. Le Conseil de sécurité représente le monde de 1945, il ne représente pas le monde de 2025. Donc ces pays contestaient depuis un moment cet ordre international. Puis on a eu la Chine et la Russie qui ont décidé de vouloir renverser la table parce qu'ils trouvaient que cet ordre faisait la part trop belle aux États-Unis. Et maintenant, on a les États-Unis eux-mêmes qui veulent renverser la table parce qu'ils ne veulent plus de contraintes et ils veulent dominer le monde tout seuls. Et donc on voit bien que cet ordre-là, il est en bout de course. Et on est face à deux voies, sinon plus, mais deux voies principales. L'une qui serait la victoire de ces politiques impériales, que ce soit la politique de Trump, la politique de Xi Jinping ou la politique de Poutine, sont des politiques impériales. Et d'ailleurs, ce sont eux-mêmes des empires ou des ex-empires qui ont mal vécu leur échec historique. En ce qui concerne la Chine et la Russie, et le propre d'un empire, c'est de ne pas avoir de frontières définitives. Elles sont malléables au gré des guerres, au gré des conquêtes, au gré des alliances. Dans le cas de Trump, c'est une autre question qui est celle de cette vision très 19e siècle qu'il a, qui est celle de l'extension de cet empire qui s'est créé et qui s'est développé au fil des décennies aux États-Unis. Mais soit on subit la victoire de ces forces dites impériales qui veulent mettre le monde
en coupe réglée avec des zones d'influence et avec la puissance des plus gros contre les plus petits. D'une certaine manière, le rapport Ukraine-Russie, c'est exactement ça. Et Trump le vit comme ça. Un gros pays qui veut mettre la main sur un plus petit, quel est le problème? La vie a toujours été comme ça et elle continuera à l'être dans la vision de Donald Trump, même si pendant le XXe siècle, on a essayé de construire quelque chose qui l'empêche et qu'il est en train de faire voler en éclats. Mais l'autre alternative, c'est quoi? C'est un monde dans lequel il y ait le monde multipolaire dont on parle. C'est une notion qui est agitée depuis des décennies dans le monde de la géopolitique, mais qu'on n'a jamais réussi à mettre en œuvre. On aurait pu le faire dans la décennie qui a suivi la chute du mur, les années 90, qui ont été un peu la décennie heureuse pendant laquelle le monde pouvait reconstruire quelque chose, et ça n'a pas duré et on n'a pas su en profiter. Mais dans ce monde multipolaire, l'Europe peut être le continent central porteur de valeurs et de principes, à condition, un, de respecter ces valeurs et ces principes, on en est loin, et deux, de tisser des nouvelles alliances. On voit bien aujourd'hui que les alliances d'hier sont en train de voler en éclats. C'est peut-être le moment d'imaginer de nouvelles alliances, et notamment d'avoir des rapports beaucoup plus égalitaires avec les pays du Sud, avec l'Afrique, avec laquelle aujourd'hui on a tant de difficultés. Or, c'est le continent logique et il peut y avoir une relation bénéfique dans les deux sens et pas simplement à sens unique. Mais c'est ce qui pourrait donner à l'organisation d'un monde de demain beaucoup plus de force. Et dans cette corbeille de ce nouveau monde post-crise, le climat pourrait être un des facteurs décisifs, centraux, structurants sur lequel on pourrait s'entendre. Mais on n'en est pas là, on en est même très très loin aujourd'hui. Et il est temps, à mon avis, que des sociétés surgissent cette demande à la fois de réfléchir à ce nouveau monde, mais aussi de garder cette priorité climatique qui aujourd'hui passe loin derrière les questions de défense, loin derrière d'autres enjeux. On voit bien dans le débat politique français à quel point elle est absente, cette question. Elle est reléguée à la marge, là où elle devrait être centrale, et on amuse la galerie avec des sujets qui ne sont pas aussi centraux. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut arrêter de raisonner en termes de les États vont régler les problèmes à la COP et avoir une voix des sociétés qui soit plus forte. Et c'est le seul moyen aujourd'hui de briser l'impasse dans laquelle les États sont entrés, dans laquelle Donald Trump a exacerbé ces contradictions. Il n'est pas le seul responsable de l'impasse dans laquelle nous sommes, mais son basculement a fait qu'on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien, et on est dans une véritable impasse. On le verra sans doute à la COP de Belém, où il y a peu d'espoir sans les États-Unis d'arriver à trouver des solutions, notamment sur les questions de financement. Donc voilà, moi mon message, c'est la géopolitique du backlash. La sortie, elle est par les sociétés et pas par les États qui sont aujourd'hui dans l'impasse. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes si vous avez des interventions, des questions. Oui, monsieur. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros. Oui. Monsieur auprès de la porte a été le plus rapide. Merci pour ce panorama de la géopolitique du backlash. J'ai été content de vous entendre à la fin de vos propos évoquer les pays du Sud et surtout l'Afrique. Et je dois dire que je vous ai trouvé peut-être même pas suffisamment ambitieux là-dessus. Je pense que l'Union européenne a commis 2 erreurs fortes de ce point de vue-là. Elle n'a pas été, alors qu'elle est leader dans le climat, réellement
ambitieux sur le point d'abonder le fonds vert qui permet à l'Afrique de s'adapter au changement climatique. Et puis surtout, elle ne crée pas ce véritable axe de coopération. Je vais plus loin que le dialogue ou que les intérêts réciproques. Cet axe de coopération très fort qui peut compter dans le monde, dans le futur, connaissant le potentiel énorme qu'a l'Afrique. Et de ce point de vue-là, je trouve également que dans le domaine géopolitique, et je vous demande votre avis là-dessus, il n'y a pas suffisamment de travail, de réflexion, d'études. J'entends et je lis Bertrand Badi sur ces questions-là, mais c'est à mon avis insuffisamment étudié pour les 20 ans, 30 ans qui viennent. Merci. Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois depuis longtemps. Je viens de sortir un livre sur les décolonisations africaines. Et dans la postface, je termine en appelant de mes voeux cette osmose euro-africaine qui est la seule solution, je pense, à la fois pour l'Europe et pour l'Afrique dans l'avenir, à condition qu'elle soit égalitaire et qu'elle soit sur une base plus saine que évidemment tout ce qu'on a connu par le passé. Et je rajouterai une chose, après ce qui s'est passé à Washington avant-hier avec le président sud-africain dans le bureau ovale, c'est que qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? On a un président américain qui est en train de renvoyer tout le monde dans les bras des Chinois. Voilà. Et nous devrions être capables d'offrir une alternative. Les pays du Sud n'ont pas à choisir entre Pékin et Washington. C'est le drame que nous vivons en ce moment, c'est que si vous n'êtes pas avec l'un, vous êtes avec l'autre. Enfin, on retrouve les paramètres de la guerre froide, il faut bien le dire. J'ai croisé en montant mon ami Pascal Blanchard, avec qui j'ai publié il y a déjà 6 ans un livre qui s'appelait « Et si la guerre froide recommençait ?» Et on étudiait tous les paramètres des années 50 et voir ce qu'on pouvait retrouver dans le monde d'il y a 5-6 ans comme signe avant-coureur d'une nouvelle guerre froide. Mais maintenant, on y est dans cette guerre froide. C'est évident. Et pendant la guerre froide, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le mouvement des non-alignés qui a estimé qu'on n'avait pas à choisir entre les deux blocs, etc. Quelque part, on est en train de retrouver ces paramètres-là avec des pays différents, avec un environnement complètement différent. Mais peut-être que ça va nous faire très drôle, mais nous devons nous penser en non-alignés. Je pense que c'est une petite révolution culturelle à faire, une révolution mentale à faire pour nous, Européens, qui avons été les maîtres du monde autrefois, mais de penser qu'aujourd'hui, nous sommes les nouveaux non-alignés face aux deux superpuissances de cette planète, qui sont toutes les deux prédatrices. Oui, bonjour. Merci pour la qualité de l'intervention. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit tout au début sur la Chine. Moi, j'étais un petit peu étonnée qu'il ne soit pas question de la production plastique. C'est un des plus gros producteurs, donc pollueurs de plastique au monde, avec plus de 30% de la production plastique mondiale. On sait qu'aujourd'hui, les organismes sont contaminés, que c'est jusque dans nos cerveaux qu'on retrouve des microplastiques. Voilà, c'est plus de 400 millions de tonnes, je crois, par an qui sont produits dans le monde. C'est un fléau mondial. Voilà, donc parler de la Chine comme une économie entre guillemets vertueuse, je trouve que ça pose quand même question. Non, j'ai parlé que du charbon dans les contradictions, mais on pourrait faire la liste, vous avez raison. Ce que je voulais dire, c'est que la Chine a réussi ce tour de force d'être encore aujourd'hui un pays dont l'économie produit massivement des gaz à effet de serre et des produits polluants, et en même temps réussit à être championne du monde de l'économie verte, parce qu'elle y trouve un intérêt économique et diplomatique. Donc, qu'il y a une demande de sa population de sortir Pardon ? Oui, elle a aussi elle a aussi la taille. Elle a eu ce que je racontais, je ne sais pas si vous étiez là au début, il y a aussi une demande qui est venue de sa population qui, étant sortie de la misère, étant dans la classe moyenne, etc., tout d'un coup, a commencé à demander un environnement plus propre, plus vertueux, etc.
Et on a eu les quelques... Il y a des tas d'histoires en Chine sur... vous savez, il y a ce phénomène « not in my backyard », NIMBY, c'est-à-dire, voilà, quand on veut installer une usine pétrochimique à 2 pas de l'école de votre enfant unique, vous n'avez pas envie que cette usine pollue l'avenir de votre enfant. Et donc... Il faut adressez-vous à la maison d'en face. Ouais. Enfin, bref, pour répondre à votre question, je suis entièrement d'accord. Je n'ai pas voulu faire la liste complète, mais la Chine est dans cette contradiction aujourd'hui, mais qui est laquelle contradiction est quand même un progrès colossal par rapport à ce qu'elle était il y a 20 ans, où elle était unilatéralement du côté de la pollution. Je crois qu'il y avait... Oui, par là. Bonjour. Votre idée de l'opportunité pour l'Europe, ça me rappelle l'intervention de Jeffrey Sachs à Bruxelles récemment, ou dans une autre, enfin, il parle tous les 3 jours, que c'est vraiment l'opportunité pour l'Europe de sortir du lot et de faire ça. Et justement, il parlait aussi de l'opportunité de l'Europe de se rapprocher de l'ASEAN, donc l'Asie du Sud-Est. Et parce qu'en fait, il avait dit l'anecdote que récemment, l'ASEAN aurait fait une proposition à l'Europe pour travailler sur le climat. Et l'Europe a dit non, attendez, on n'a pas le temps de s'occuper de ça parce qu'on est en guerre contre la Russie, nous. Et alors après, l'ASEAN, eux, comment ils voient l'Europe? Alors moi, je pense à Kishore Mahbubani, vous connaissez sûrement, qui, dans ses interventions, donne un statut, enfin pour lui, les dirigeants européens, c'est des incompétents. Il l'a répété plusieurs fois. Américains et Européens, actuellement, nos dirigeants actuels, c'est des incompétents. Alors, Mahbubani, il considère que le modèle de la compétence, ce sont les dirigeants chinois quand même. Donc, on peut être plus nuancé dans le jugement. Mais non, mais vous avez raison. Je pense que quand je disais tout à l'heure de revoir nos alliances et de tisser des passerelles et des liens avec d'autres parties du monde. J'ai parlé de l'Afrique, mais on pourrait parler de l'Asie du Sud-Est, qui est un candidat absolument de choix, parce que l'Asie du Sud-Est, elle ne veut pas être placée dans ce choix de choisir entre l'Amérique et la Chine. Et donc l'Europe, ce non-alignement des temps modernes, il s'applique complètement à l'Asie du Sud-Est, qui d'une certaine manière, voudrait profiter de tous les avantages qui seraient ceux de la sécurité américaine et du marché chinois. Mais l'Europe a quelque chose de plus à leur proposer et le climat est évidemment un argument de choix. Mais je me méfie un peu des thèses de Mahbubani, quand même. Bonjour, je voulais réagir parce que j'entends beaucoup que l'Europe devrait être centrale, devrait saisir des opportunités, etc. Et je me pose quand même la question de est-ce qu'il ne va pas falloir arrêter de vouloir être un peu centrale, justement? Est-ce qu'il ne va pas falloir arrêter de voir que l'économie pour pouvoir faire du climat vraiment sérieusement? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les Américains lâchent totalement sur la partie climatique, ça ne veut pas dire qu'on doit se recentrer aussi sur nous, quelles sont nos priorités pour vivre bien en Europe et ailleurs, et d'avancer avec les pays qui souhaitent faire du climat une priorité, et comment ça peut se faire du coup, parce qu'en fait économiquement on voit bien que c'est pas la compétitivité qui va nous y amener, quoi. Alors je partage en partie ce que vous dites, mais je pense qu'il y a une... je nuancerai, c'est-à-dire que ce qui est en cause ici, c'est l'indépendance. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe sera vassalisée à l'Amérique? En gros, ce qu'on est déjà sur le plan technologique, mais qu'on peut devenir beaucoup plus largement. Regardez ce que demandent aujourd'hui les Américains. Les batailles les plus sournoises, parce qu'on n'en parle pas, elles ne sont pas les plus visibles. C'est quoi? C'est sur la régulation du numérique, par exemple.
C'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. Ils veulent qu'on fasse voler en éclats tout ce qui a été construit au cours des dernières années, qui sont les régulations du numérique, qui sont les régulations des plateformes américaines. Et c'est cette question qui est en jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'être un pôle autonome qui prend ses propres décisions, qu'elles soient sur le climat, sur notre régulation des réseaux sociaux, des plateformes, etc., ou nos normes de fabrication des voitures, etc. Ou est-ce qu'on abandonne ça, et si on l'abandonne, on sera soumis aux normes de l'Amérique, puisque c'est elle qui aujourd'hui nous contrôle. Toute la technologie que nous utilisons en Europe, elle est américaine. Il n'y a qu'une seule entreprise européenne qui compte dans le secteur de la technologie, une seule, que personne ne connaît, qui s'appelle ASML, qui est une société néerlandaise qui fabrique les machines qui produisent les semi-conducteurs. Et c'est la seule. Toutes les autres entreprises majeures de la technologie sont américaines. Donc nous sommes totalement dépendants. Nous sommes dépendants sur la sécurité parce que pendant des décennies, on a construit l'OTAN sous contrôle américain. Et nous sommes dépendants sur, d'une certaine manière, la vision du monde. C'est pour ça que j'appelle à ce non-alignement, parce que je pense qu'on a besoin de construire notre indépendance, dans lequel on peut décider que la question climatique est centrale. Mais ça, on ne le fera pas si on dépend des autres. C'est en ça que, voilà, c'est tout, c'est ma nuance avec ce que vous disiez. Je ne pense pas que c'est en renonçant à exister indépendamment sur la planète qu'on peut construire. On n'est pas dans une île déserte dans laquelle on fait ce qu'on veut. C'est ça le problème. Mais ça n'existe pas, ça. Allez-y. Oui, juste, est-ce que peut-être on a un peu le temps de préciser un peu plus cette vision que vous avez du non-alignement, parce que, enfin, je vais peut-être caricaturer un peu, mais ça pourrait se transformer en une version un peu soft de l'impérialisme, où en fait c'est, bon, suivez-nous, autres pays, suivez-nous l'Europe, et faisons ensemble, et ça peut avoir une tendance un peu à dévier vers une autre forme en fait, d'impérialisme, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez définir un peu plus cette position ? Je vois ce que vous voulez dire. Non, moi, dans mon esprit, il ne s'agit pas d'un nouveau colonialisme, d'un nouvel esprit colonial dans lequel l'Europe serait le phare de l'humanité qui éclairerait les ignorants du reste du monde. Ce n'est pas du tout ça que j'ai en tête, puisque j'ai parlé au contraire d'une relation égalitaire à construire avec notamment l'Afrique, mais avec des pays du Sud. Donc ce n'est pas du tout ça. Je pense que ça participe au contraire d'une remise en cause des reliquats de mentalité coloniale que nous avons encore très largement dans notre tête collectivement, même si individuellement on peut s'en libérer. Donc c'est pas du tout... mais je ne garantis pas que dans l'esprit de nos dirigeants, ça ne soit pas le cas. Voilà. Je ne sais pas si on a encore une question. Tout au fond, là-bas, pardon. Merci. C'était pour revenir sur la Chine. Est-ce que la Chine investit dans la transition énergétique dans une pensée écologiste, ou alors elle investit seulement dans la transition énergétique en suivant simplement un intérêt économique ? Je répondrai les deux à la fois. C'est-à-dire qu'elle a pris conscience qu'elle ne peut pas continuer sur la même voie qu'il y a 20 ans. Et en même temps, elle a trouvé une opportunité économique. Parce qu'elle a un marché intérieur qui est tel qu'une fois qu'elle a développé son marché intérieur, elle a des entreprises elle a des coûts qui sont hyper compétitifs, et elle peut faire du dumping et écraser les concurrents à l'international et devenir le pays de référence du solaire et de l'éolien avec ses produits. Donc il y a une partie vertueuse qui est celle effectivement d'avoir des parcs solaires et éoliens absolument considérables, et donc une production qui est supérieure, c'est quand même pas rien d'avoir construit ça, qui est supérieure à tout le reste de la planète réunie.
C'est quand même considérable. Et de l'autre côté, de le faire pour des raisons purement mercantilistes et donc de la recherche du profit avec des entreprises qui s'imposent et qui se font d'ailleurs la guerre parce qu'elles sont en guerre les unes avec les autres. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Et je pense que c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui la force de la Chine, c'est qu'elle a réussi à construire cette économie qui, en étant à un moment l'usine du monde, à bon marché, polluant, etc., elle a construit un appareil de production qui est redoutable à l'échelle internationale. On le voit sur les voitures. Vous savez, moi, quand j'étais en Chine, il n'y avait quasiment pas une voiture chinoise. Il y avait tous les constructeurs, toutes les voitures, tous les taxis, c'était des Volkswagen. Vous aviez les flottes des voitures officielles, c'était des voitures allemandes. Vous aviez toutes les marques étrangères qui produisaient en Chine avec des constructeurs étrangers. Vous n'aviez pas de voiture chinoise il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ils sont numéro 1 mondiaux de la voiture électrique. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle le leapfrogging, le saut de grenouille. C'est que si vous êtes en retard sur une technologie, ce n'est pas la peine d'essayer de rattraper sur cette technologie, vous passez à la suivante. Et c'est ce qu'ils ont fait. En faisant le pari de l'électrique qui n'était pas gagné il y a 20 ans, BYD, BYD, que vous voyez, là, ils ont ouvert des magasins maintenant, des agences à Paris qui vendent à l'échelle mondiale plus que Tesla aujourd'hui, a démarré comme producteur de batteries il y a 25 ans, avec comme investisseur Warren Buffett, un Américain. Voilà, et autour de ça, ils ont construit un écosystème qui, en 20 ans, s'est révélé payant. Ils ont mis la main sur les gisements de minerais au Congo, au Pérou, etc., pour garantir leur approvisionnement. C'est la construction de 20 ans. Et nous, on essaye de rattraper en 6 mois parce que nos constructeurs automobiles ont mis la pédale sur toute innovation parce qu'il y avait l'économie fossile qui fonctionnait très bien et qui les satisfaisait. Et résultat, ils se sont fait doubler parce que la Chine a cette capacité de mettre un outil de production absolument géant au service de ses objectifs nationaux. C'est le propre des économies dirigées. L'Union soviétique n'avait pas su le faire. La Chine a eu cette souplesse. Je termine juste sur une anecdote à ce propos. En 2003, Foltz, le patron de Peugeot Citroën, était en Chine. Conférence de presse, c'était pour le lancement de nouveaux modèles de Peugeot et de Citroën en Chine. Et il est accompagné du PDG de la société chinoise qui fabrique les voitures Peugeot et Citroën, puisqu'il fallait faire des joint ventures, et donc c'était des entreprises chinoises qui fabriquaient pour les étrangers. Et au cours de la conférence de presse, il y a un journaliste chinois qui pose une question, et en Chine, il n'y a aucune question spontanée, tout ça est organisé à l'avance, etc. Et le journaliste demande au PDG chinois, il lui dit « Camarade président, tu fais de très belles voitures pour les étrangers, bravo, mais est-ce que tu ne rêves pas un jour de faire une voiture chinoise ?» Et là, les Français se jettent des coups d'œil un peu effrayés en disant que ce n'était pas prévu comme ça. Et le PDG chinois répond « Camarade journaliste, ta question me va droit au cœur. Jour et nuit, je rêve de faire une voiture 100% chinoise et tu verras, un jour, tu en seras fier. » C'était il y a 20 ans. Voilà. Merci.